J'ai une morale. Vous en doutez pas, j'espère. Gisèle Pelicot n'a pas demandé ce statut. Elle est une victime. Mais ce n'est pas une héroïne. Moi, je n'ai pas vocation à être directeur de conscience des uns et des autres. Sinon, j'aurais fait curé. Il me dit bonjour, monsieur l'intermittent du spectacle. Je lui dis mais toi, t'es pas un intermittent de la connerie. J'ai défendu Mera. Je ne suis pas devenu un islamiste radical. Putain, regarde comment ça colle. Bienvenue dans mon podcast Les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, mon invité, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Vous allez bien ? Ah, je vais très bien, oui. Bien. Avocat, ministre, Ouais. homme de scène et de mots. Si je dis homme de scène et de mots, ça vous plaît ? Oui, c'est pas mal. Vous allez être un emmerdeur, là, pendant 1 heure. On va voir, ça dépend ce que vous me demandez. Ah, d'accord. Alors, je ne serai pas le procureur et vous ne serez pas l'accusé. On est bien d'accord. Si je dis homme libre, redevenu libre et engagé, je me trompe ou pas ? Alors, moi, je pense que j'ai exprimé, quand j'étais ministre, si c'est à ça que vous faites allusion, Oui. quand même beaucoup de liberté. Oui. Mais elle est forcément contenue, parce que quand vous êtes ministre, vous devez apprendre à parler ministre. En réalité, ce qu'on constate, c'est que nos compatriotes n'acceptent pas le mensonge, mais ils n'acceptent pas non plus la vérité. Mais ils n'acceptent pas non plus la vérité. Et quand, par exemple, Lionel Jospin dit... à l'occasion des élections présidentielles de 2002, l'État ne peut pas tout, il se discrédite aux yeux d'une grande partie de l'opinion publique. Et pourtant, il a raison. Oui, l'État ne peut pas tout. Voilà. Bah, évidemment, évidemment. Alors, vous défendez ardemment Emmanuel Macron. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu seul aujourd'hui ? Je sais pas, mais c'est pas moi seul qui ai permis sa réélection en 2022. Il a eu plus de voix en 2022 qu'en 2017. Non, je pense pas être seul. Mais c'est vrai aujourd'hui, un peu seul. Aujourd'hui, il y a un Macron's bashing, mais il y a eu la même chose à propos de François Hollande, à telle enseigne qu'il a même pas voulu se représenter. Sarkozy, dans sa propre famille, n'est pas parvenu à gagner les primaires. Donc, je pense que c'est le lot de tous les politiques. Il y a, dans cette époque, c'est vrai, une détestation à l'encontre des politiques. Oui. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque de radicalité, parce qu'un morceau avalé n'a plus de saveur, parce qu'on a beaucoup de mal à dire de quelqu'un, surtout si c'est un dirigeant politique, ça c'est pas mal ce qu'il a fait. Et donc on ne retient que ce qui est problématique. Oui, mais on retient aussi les échecs, évidemment. C'est vrai qu'on ne retient que les échecs, ou pratiquement que les échecs. Vous avez... Oui. C'est la réponse à votre question. Oui. Moi-même, il y a un certain nombre de choses que j'ai mises en place, dont je suis plutôt fier, et dont plus personne ne me parle, parce que plus personne ne sait que c'est moi qui les ai mis en place. Mais c'est la vie politique. Dans le domaine qui a été le mien, par exemple, l'augmentation massive du budget, c'est Emmanuel Macron, c'est grâce à lui. La création des points justice, près de 3000 en France, c'est des lieux où on accueille les compatriotes les plus fragiles, ceux qui ont du mal à lire, à écrire, à se débrouiller, à se démerder avec les nouvelles technologies, et on les conseille. C'est pas rien, ça, 3000 points justice. Les maisons France Service, l'augmentation massive de magistrats, de greffiers, de contractuels, tout ça non plus, ça n'est pas rien. Et on peut pas jeter tout ça en disant rien n'a été fait. Bon, alors il y a évidemment, on peut toujours faire mieux. Oui, sûr. Je vais revenir sur le fonctionnement de la justice, ou le dysfonctionnement parfois de la justice, parce que c'est vrai aussi. Oui, les deux sont vrais. Bien les sûr. deux sont vrais. Ouais. Mais je voudrais vous faire réagir à cette phrase de Voltaire. Des hommes sans principe qui dirigent des hommes sans mémoire. C'est vrai ou pas ? C'est voltairien, en tout cas. Oui, c'est voltairien. Mais oui. il a dit aussi, pardon, à propos de l'affaire Calas, qu'il valait mieux acquitter 100 coupables que de condamner un seul innocent. Et quand on sait comment on maltraite aujourd'hui et la présomption d'innocence et les grands principes cardinaux qui honorent la justice quand elle les respecte, c'est bien parfois de rappeler ce que Voltaire a pu écrire. Vous avez réussi à acquitter un coupable ? À faire acquitter un coupable ? Sans doute. Sans doute, oui. Ben oui. Vous le saviez ? Non. Jamais ? Non, parce que l'avocat, aux yeux de l'accusé souvent, Oui. il appartient au sérail judiciaire. Alors, à la fois, il se confie à lui, mais en même temps, il se défie de lui.
Moi, vous savez, d'abord, je me suis jamais posé la question, parce que la seule question la seule question importante pour un avocat, c'est est-ce qu'on a réussi à rapporter la preuve d'une culpabilité? Si c'est oui, c'est une condamnation, elle est inéluctable, et si c'est non, c'est un acquittement. Et ensuite, chacun se débrouille avec sa propre conscience. Oui, mais justement, votre propre conscience. Non, mais... Parfois, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, l'homme ou la femme que j'ai face à moi est coupable? Non. Et je vais le ou la défendre, alors qu'elle est ou qu'il est coupable. Non. Coupable d'un crime peut-être abject. Voilà. Et là, on retombe dans ce que je dénonce, c'est-à-dire le compassionnel. Le compassionnel. La victimisation, j'y reviendrai. Oui, mais le compassionnel, ça s'oppose au principiel. En réalité, j'ai une morale. Vous en doutez pas, j'espère. Je ne doute Elle pas. s'applique à moi, aux gens que j'aime, à mes enfants, à mes amis. Mais le reste, moi, je n'ai pas vocation à être directeur de conscience des uns et des autres. Ça n'est pas un métier d'avocat. Sinon, j'aurais fait curé ou j'aurais choisi une autre profession. Quand vous êtes avocat, vous avez un dossier, vous regardez. Est-ce que le ministère public a rapporté la preuve? C'est la seule question. Oui, non. Oui. Et de cela dépend, évidemment, l'issue, le verdict. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'accusés que j'ai vus condamnés, pour qui j'avais plaidé, dont je pense toujours qu'ils étaient innocents, et ils ont été condamnés. Ça existe aussi. Oui, ça existe aussi. Oui. Vous avez gardé des liens avec des hommes ou des femmes que vous avez défendus? Très peu. Ben oui, parce que je considère d'abord que je suis rentré dans leur vie par accident, d'une certaine façon. Parce que vous ne demandez pas à être accusé. Et puis, il faut en sortir très vite. Parce que, justement, c'est le distinguo entre votre vie, votre morale, votre conscience, et puis la vie, la morale et la conscience de celui que vous avez défendu. Est-ce qu'il vous est arrivé de refuser de défendre une femme ou un homme? Oui. Par exemple. Mais parce qu'il me demandait de défendre une cause. C'est-à-dire? J'aurais pu défendre un type d'extrême droite, mais j'aurais pas pu défendre un type d'extrême droite qui me demande de dire que ses valeurs sont les bonnes. Voilà. J'ai défendu Mera, on me l'a suffisamment reproché. Je ne suis pas devenu un islamiste radical. Je l'ai défendu notamment pour montrer que la différence entre la civilisation, qui est la nôtre, normalement, et la barbarie, qui est la leur, la civilisation et la barbarie se distinguent par la règle de droit. Donc il fallait que cet homme-là ait un avocat. Ça, c'était difficile à faire comprendre. Très, très, très difficile. Parce que naturellement, il y a un phénomène de contamination. Si vous défendez quelqu'un qui, aux yeux de l'opinion publique, est un salaud, vous êtes un salaud quand vous êtes avocat. Et si vous défendez quelqu'un qui, aux yeux de l'opinion publique, est un innocent, alors vous êtes un héros. Et ça ne vaut ni cet excès d'opprobre, ni cet excès d'honneur. Et parfois même, dans le même dossier, vous êtes d'abord un salaud et vous devenez ensuite un héros. Je pense à l'affaire d'Outreau en particulier. Au début, tout le monde disait ils sont tous des pédophiles, les mecs qui les défendent sont tous des saligots, etc. Et puis ensuite, quand on s'est rendu compte que on avait affaire à de vrais innocents, alors là, nous avons repris de la superbe, nous les avocats. Je vais revenir sur votre métier d'avocat, sur la justice, sur les fonctionnements et dysfonctionnements, mais je voudrais, parce que pour moi c'est peut-être la phrase la plus importante de ce début d'année 2026, c'est la phrase de Trump qui dit « Moi je n'ai qu'une morale, c'est la mienne ». Qu'en pensez-vous? À votre avis? Et puis sa morale, c'est quoi? C'est la morale d'un type qui a fait du pognon, qui ne raisonne qu'avec des rapports qui sont des rapports de force en permanence, avec une espèce d'instabilité, d'une inconstance. On a beaucoup de mal à le suivre quand même, Trump. Un jour, il intervient en Iran, le lendemain, il félicite les Iraniens d'avoir cessé le massacre, ce dont d'ailleurs on peut douter. Le Groenland, il est là chez lui. Le Canada, je sais que c'est un pays dont je suis proche pour des raisons personnelles, deviendrait la 51e province. Mais tout est comme ça chez lui. Et en même temps, s'agissant de l'Ukraine et de la Russie, il y a une espèce de procrastination que l'on a du mal à s'expliquer. Et d'aucuns disent d'ailleurs, et moi je n'ai pas suffisamment d'éléments pour l'affirmer de façon péremptoire, qu'il a des liens économiques notamment avec les Russes,
qui explique ces tergiversations. Bien, mais Éric Dupond-Moretti, on parle beaucoup de Trump, évidemment, on parle beaucoup des ingérences russes, ingérences américaines ou chinoises, notamment, on les craint pour la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il y a déjà, sur les magistrats, vous avez été garde des Sceaux, des influences extérieures qui s'exercent. Non, je pense à ça parce que l'administration américaine a banni, en quelque sorte, les juges, par exemple, du tribunal international, de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y a, dans le procès de Marine Le Pen, est-ce que vous pensez qu'il y a eu quelques influences extérieures ? Mais là, ça mérite un long développement. D'abord, je voudrais qu'on ait une pensée pour M. Guillou, c'est son nom, magistrat français de la CPI, qui se retrouve sanctionné de façon abjecte, ignoble, par Donald Trump. Ouais. Il a mis les juges à sa botte. Enfin, certains juges. Parce qu'on voit aussi qu'il y a de la résistance. Oui. Il a mis aussi les avocats à sa botte. Et il a interdit en particulier à certains avocats qui n'étaient pas sous son influence et sous sa coupe, qui ne prêtaient pas allégeance, il leur a imposé des conditions drastiques en matière économique. Et il y a un certain nombre de cabinets dont on sait qu'ils se retrouvent dans la difficulté économique. Enfin, c'est des boîtes énormes, les cabinets d'avocats aux États-Unis. Donc Trump, il se fout complètement de la justice. Totalement de la justice. Surtout quand elle s'intéresse à ses comportements. Marine Le Pen, maintenant. Mais il s'intéresse. Est-ce qu'il s'intéresse, vous pensez, indirectement au sort politique de Marine Le Pen ? Oui. Il paraît que oui. Oui. Moi, j'en sais rien. Est-ce qu'il pourrait exercer indirectement des pressions sur les magistrats français en charge du procès Le Pen et notamment les juges d'appel de la Cour d'appel n'a aucune limite. Il s'intéresse, par exemple, au sort judiciaire qui était prévisible en ce qui concerne Netanyahou. Oui. Il a dit qu'il fallait tout effacer, tout balayer, l'éponge magique. Bon, ça, c'est du Trump. Maintenant, s'agissant de Marine Le Pen, elle est condamnée en première instance à une inéligibilité avec application immédiate. Moi, j'ai toujours dit que je n'aurais pas porté un texte comme celui-là. Je ne veux pas être suspecté d'aimer Marine Le Pen, parce que je trouve que c'est une entrave à la fois à la présomption d'innocence, mais aussi au double degré de juridiction. Maintenant, pour être tout à fait complet, on va se souvenir de ce qu'elle disait, elle. Elle disait que ceux qui étaient condamnés pour les faits pour lesquels elle est poursuivie, c'était l'inéligibilité à vie. Oui. Et tout le monde se souvient de ce que Mme Lavalette a dit lorsque le maire de Toulon a subi le même sort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Laure Lavalette, qui est députée RN et qui est candidate à la mairie de Toulon. Évidemment. Donc, quand le maire de Toulon, Falco, a été condamné, le soir même, il a dû plier bagage, exécution immédiate de l'inéligibilité, pardonnez-moi, et Mme Lavalette trouvait ça très bien. Bon, on va rajouter que elle a mis en cause directement la magistrate qui a prononcé la décision en première instance. On va rappeler que c'est une décision collégiale. Donc déjà, c'est une erreur énorme que d'avoir fait ça. Mais pour quelle raison ? Elle dit que cette magistrate a souhaité devenir magistrate parce qu'elle avait vu un documentaire consacré à Eva Joly, juge bien connue, qui a ensuite fait de la politique écologiste. Très à gauche. Mais vous imaginez l'histoire, là ? C'est-à-dire qu'on dénie à la présidente du tribunal le fait de pouvoir avoir beaucoup de recul par rapport à l'admiration qu'a pu susciter chez elle Madame Joly. C'est monstrueux. On oublie la collégialité, pardon, je le redis une deuxième fois. Et Madame Le Pen, elle voudrait devenir présidente de la République. Et elle oublie, ça n'est pas rien, que l'une des fonctions du président de la République, c'est de garantir l'indépendance de la magistrature. Alors, mais j'entends les réflexions des uns et des autres. Beaucoup de commentateurs qui disent ce n'est pas à la justice et aux magistrats de décider qui va concourir à l'élection présidentielle. Vous avez entendu ces remarques-là. Mais vous les avez vues. Mais les magistrats, ils sont la bouche de la loi. C'est l'expression consacrée. Qui est-ce qui a voté la loi ? C'est le Parlement. À
partir du moment où c'est un outil à disposition des magistrats, on ne peut pas s'étonner qu'ils l'utilisent. Surtout quand donc cette réflexion est absurde. Elle est absurde, d'autant que Marine Le Pen revendiquait une fois encore l'inéligibilité à vie. Oui. C'est pas parce que cette mesure est pas bonne. Moi, je vous dis que je l'aurais pas portée, mais elle existe. Et c'est le législateur qui l'a voulu. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Le législatif a pris un certain nombre de règles, dont celle-là, et les juges l'utilisent. En appel, elle a un peu changé de défense en appel. Oui, mais attendez. Oui. Moi, sur le fond, je veux pas me prononcer. Non. En tous les cas, pas maintenant. Je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours été respectueux de sa présomption d'innocence, de la sienne et de tous ceux dont on m'a parlé et à propos desquels j'ai eu à m'exprimer. Elle a interjeté appel, elle est présumée innocente. Je veux quand même noter que dans cette injustice, ce déni démocratique, etc., il y a un certain nombre de ces coprévenus qui n'ont pas interjeté appel. Ça signifie que pour cela, la culpabilité est acquise et qu'ils acceptent la condamnation. C'est quand même curieux d'hurler au loup. Elle devrait accepter la condamnation. Ah non, c'est pas ce que je dis. Ça, c'est son choix. C'est sa liberté. Oui. Tous les justiciables ont le droit d'interjeter appel. Mais quand on gueule au scandale, comme le font tous ses camarades, là, le jeune homme très excité de la Somme, Tanguy, Jacobelli, Chenu, c'est un déni démocratique, c'est une honte. Oui, mais d'accord, mais pourquoi vos petits camarades, ils n'ont pas interjeté appel? Parce qu'ils acceptent la décision. Alors là, j'ai noté qu'elle aurait changé de stratégie, mais moi, je n'ai rien à dire là-dessus à ce stade. Et puis nous verrons l'évolution, et quand la justice se sera définitivement prononcée, je dirais ce que je pense de ça. Vous préféreriez Marine Le Pen à Jordan Bardella ou pour le pays, je parle, parce que vous avez dit ce pays est trop beau pour le confier à l'extrême droite. Ouais, ben voilà. Vous avez écrit ça. Ma réponse, livre. ils sont tous les deux d'extrême droite. Tous les deux. Donc peu importe. Ouais, écoutez, l'un l'autre, peu importe. Non, mais Monsieur Bardella. Non, mais attendez, Monsieur Bardella, c'est un formidable communicant, hypermnésique, qui régurgite ce qu'on appelle dans le microcosme politique les EDL, les éléments de langage. Alors, regardez, c'est très symptomatique. Il est entendu par 3 journalistes dans 3 émissions différentes. Il dit exactement la même chose, au mot près, avec la même intonation, avec le même regard. Tout ça, c'est de l'appris par cœur. Puis quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même quelques difficultés sur le fond. Et puis, alors, ce type-là n'a jamais exercé l'ombre de l'once d'une responsabilité politique. Villepin a dit, mais quand même, vous montez pas dans un avion dont le pilote n'a pas 1 heure de vol. C'est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et puis, quand on voit l'effectivité de son travail au Parlement européen, il est surnommé là-bas Bardet pas là. Siège numéro 19, il n'est jamais présent. Il a dû déposer quelques amendements, alors que d'autres députés européens en ont déposé des milliers. Ça, c'est pour lui. Et puis, il y a quelque chose sur lequel la presse traditionnelle ne vient plus jamais. Comme si la dédiabolisation était une œuvre réussie. Mais qu'est-ce qu'est ce parti à l'origine ? Et vous savez, M. Bourdin, les choses, elles sont très simples. Dites-moi qui sont vos amis, dites-moi qui vous fréquentez, et je vous dirai qui vous êtes. Il s'est toujours pas débarrassé de Châtillon, M. Bardella. Châtillon, c'est un néo-nazi qui, le 20 avril, fête l'anniversaire d'Adolf Hitler. Oui. Il a été très proche de lui. On le retrouve dans les boîtes économiques qui ont permis au Rassemblement national de prospérer. Je ne vous parle pas d'il y a 20 ans, moi. Et puis Bardella, d'ailleurs, il y a 20 ans, c'était un gosse. Châtillon, Lousteau, qui faisait de la soupe avec du porc pour que les musulmans, et les juifs d'ailleurs, ne puissent pas la goûter. Voilà les mecs qui sont autour de lui. Alors, on a essayé de les cacher, mais Lousteau, par exemple, il est avec Madame Le Pen jusqu'en 2017. Il va l'aider à faire campagne. Un jour, j'ai dit au Parlement, écoutez, madame, vos leçons, ça suffit. Débarrassez-vous des antisémites, des gudards,
vous savez, qui sont aigudards, Oui. et des néo-nazis. Et elle m'a dit, je vais déposer une plainte contre vous. Le GUD était un Voilà. mouvement étudiant d'extrême droite à une époque. Violent. Ultra violent. Oui. Et je lui ai dit, madame, débarrassez-vous de tous ces gens, puis nous verrons. Elle m'a dit, je vais déposer une plainte contre vous. Elle ne l'a jamais fait. Parce qu'elle doit imaginer, et elle a raison de le penser, que j'ai une liste longue comme le bras. D'ailleurs, je leur avais dit longue comme le bras en faisant ce geste. Et vous savez ce qu'ils ont osé me dire au Parlement ? Vous nous faites une quenelle. Vous savez ce que c'est, la quenelle ? Oui. C'est le signe nazi inversé qu'a inventé le sordide personnage qui est Monsieur Dieudonné. Mais leur plainte, ils ne l'ont jamais déposée. Je pourrais vous parler des heures de l'entourage de ces gens. C'est l'extrême droite pure et dure. Alors évidemment... Oui, mais les Français ne le savent pas et ne le voient pas et ne l'entendent pas, vous le dites. Mais pourquoi vous parliez de dédiabolisation. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Les médias sont coupables ? Oui. Coupables. Ah oui. Coupables de quoi ? Coupable d'avoir laissé faire, coupable de ne pas rappeler ces choses. J'ai vu une grande émission la fois dernière, un grand format. Monsieur Bardella a été longuement interrogé. Et puis on lui dit, mais est-ce que vous avez coupé le lien qui vous unissait autrefois aux antisémites, etc., etc. Ben, on rappelait Jean-Marie Le Pen. Entre parenthèses, Jordan Bardella était incapable de dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite. C'est un comble. Il a dû être condamné une vingtaine de fois pour des propos dégueulasses, ignominieux. Eh bien, on laisse faire tout ça. Et personne ne lui a rappelé. Vous voyez, il y a une espèce de... On s'est accommodé. Sur une grande chaîne d'opinion continue, on balance aujourd'hui des choses qu'on n'aurait jamais osé dire il y a 20 ans. Et tout ça mais dans vous une parlez de espèce CNews. C'est Vous parlez de bien sûr, CNews. mais on va pas se cacher derrière. Ben non, mais vous ne vous cachez pas. Nos petits CNews. doigts, je ne me cache pas de trop. Ouais. Ben, des choses sont dites que l'on Vous regardez aurait... CNews parfois ? Ah oui, parce que je trouve ça... Ouais. Je trouve qu'il y a des tas de dérives qui sont extrêmement inquiétantes. Vous parvenez à regarder malgré la colère que ça provoque en vous. Ben oui, mais il faut aussi que je m'informe. Oui. On ne peut pas parler des autres sans regarder ce qu'ils font. Vous voyez, la curiosité, ça a quelque chose de sain, au fond. Même si elle génère chez moi... Vous avez été pris à partie plusieurs fois sur CNews, d'ailleurs. Ah, mais pendant 4 ans. Oui. Pendant 4 ans. Et moi, je n'ai jamais accepté d'y aller. Je fais comme Pro. Pro, quand il est invité... sur complément d'enquête, il dit j'y vais pas parce que je sais comment je vais être traité. Ben moi, c'est exactement la même chose, vous voyez. Et je l'ai rencontré dans la rue, d'ailleurs, Pascal Pro, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous cette rencontre, par hasard. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Tout. C'était par hasard, c'était totalement par hasard. Ouais, il était avec sa compagne. Moi, j'étais avec mon petit chien. Là, je prenais un café Jean-Claude. tranquille. Et Jean-Claude, il est là, d'ailleurs. Oui, il est là, ouais. Voilà, il m'accompagne un peu partout. Et puis, non, je lui ai dit tout ce que je pensais. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, mais tout, je vais vous donner un exemple. Parce que ces gens-là règlent tout, vous voyez. L'insécurité, nous, on a les solutions. Alors, c'est H24. De 6h du matin à 6h du matin. Nous avons les solutions. Et les politiques foutent rien. Alors, en particulier Dupond-Moretti, mais pas que, etc. Bon. Et dans l'esprit des plus fragiles, ça induit l'idée que les solutions existent. Et que les gens qui ont des responsabilités politiques ne veulent pas mettre ces solutions en œuvre. Et c'est délétère pour la démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces cons au gouvernement alors que Pro nous dit qu'il a les solutions ? C'est ce que vous lui avez dit. Oui. Et alors, il a tellement les solutions à tout. Oui. Qui se permet, par exemple, de raconter qu'il a des solutions pour lutter contre les punaises de lit. Alors, comment le fait-il ? Il ne le fait pas directement, il n'oserait pas. Il le fait par prétérition. Il dit, mais les punaises de lit et les migrants, bon, je dis pas qu'il y a un lien, vous voyez comment il fait, là, avec une fausse naïveté, fausse candeur. Je dis pas qu'il y a un lien. Enfin, on peut quand même poser la question, non, monsieur Bourdin, on peut poser la question. On a le droit de s'exprimer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? On est une chaîne libre d'expression. La liberté d'expression. Nous défendons la liberté d'expression. Et dans l'esprit des plus fragiles, là encore, parce que moi, ça me révolte, mais dans l'esprit des plus fragiles, au fond, le ver est dans le fruit, dans un mécanisme qu'on connaît bien. Eh bien, cette période de radicalité,
cette période de détestation de l'autre, cette période de rejet de l'autre, moi, je la déteste. Voilà. Et si vous disiez à ces gens, puisque vous avez les solutions, Monsieur Pro, tenez, je vous donne les clés. Puisque vous avez les solutions, venez faire du bien, compatriotes. Monsieur Pro veut peut-être donner les clés à Marine Le Pen. Ah, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle dit c'est ma chaîne. Oui. Oui. Ah, Marine Le Pen ou à donc les solutions. Les OQTF, par exemple, on réglera cela en quelques mois. Ben tiens donc, comment on va régler ça, Marine Le Pen, quand elle est interrogée là-dessus? Elle dit, ben moi, je vais aller voir les chefs d'État des pays concernés. Ah ouais? Parce que nous, on est trop cons pour l'avoir fait, ça. On n'y a jamais pensé, voyez-vous. Moi-même, j'ai participé à un certain nombre de déplacements. Vous y avez pensé, mais sans réussite. Oui. Eh ben, dites-moi, la clé, c'est quoi? C'est quoi la clé? Je ne suis pas politique. Moi, ben non, ben d'accord. Moi, je pose la question, puis nous verrons la réponse. Oui. Parce qu'ils seront évidemment... Non, mais ça va très très loin, leur démarche. Leur démarche, c'est celle de gens qui n'ont rien fait et qui vendent, au fond, du sable. La délinquance. Oui. Ah ben moi, je vais vous dire comment on la règle. Hein. On cogne. Ah bon? On emprisonne. On emprisonne. Et d'ailleurs, faudrait qu'on fasse ce qu'on fait aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on ferme des prisons. Et est-ce que vous avez vu des journalistes sérieux aller faire une enquête aux Pays-Bas sur la politique carcérale? Quand je vous dis que la presse a aussi une part de responsabilité, c'est-à-dire dit, on ne peut pas dire toute la presse, comme on ne peut pas dire toute la magistrature, ça n'a aucun sens. Fainéantisme et panurgisme. Et panurgisme. Attendez, aux États-Unis, c'est la législation la plus sévère au monde. Non. On enferme des mineurs dans des conditions épouvantables. Ça cogne comme jamais. D'ailleurs, on le sait, il y a des peines de 123 ans de prison. Pour purger une peine de 123 ans de prison, il faut vivre vieux, hein, sans remise de peine. Est-ce que l'on a éradiqué la délinquance? Mais pas du tout. Robert Badinter, au Panthéon maintenant, avait une formule magique. Comme souvent, il disait « Aucun homme ne commet une infraction avec un code pénal sous le bras ». Tout ça, c'est oublié. Et comme on est dans le compassionnel, et comme on présente la justice exclusivement sous l'angle du fait divers, et comme il y a 1000 crimes par an dans notre pays, un peu plus, un peu moins, voilà. Pour 66 millions d'habitants. Pour 66 millions d'habitants. Je vais y revenir, d'ailleurs. Eh ben, vous avez de la matière tous les jours à dire, voyez, la justice est laxiste, voyez, la justice ne fout rien, voyez, la délinquance est là, voyez, nous vivons dans un pays qui est un coupe-gorge, etc. Et ça marche, parce que les gens ont peur. Et au fond, c'est une peur. Parfois avec raison. Alors, parfois avec raison. Moi, c'est pour ça que j'avais dit, il y a de la délinquance, mais aussi, et de l'insécurité, mais aussi un sentiment d'insécurité, notamment généré par les chaînes d'information continue ou d'opinion continue. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait sur CNews? Ils ont coupé la phrase. Et ils ont dit, pour Dupond-Moretti, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. Il est complètement con, il est complètement déconnecté, il comprend rien à rien. Voilà comment on triche. Et voilà pourquoi le compassionnel interdit la nuance. Et une société sans nuance est une société qui se trompe. Mais c'est difficile de remonter cette pente-là, voyez-vous. Alors, je vois combien vous êtes resté engagé, libre dans votre propos, mais moi j'ai quelques questions précises à vous poser. Maintenant que vous êtes redevenu libre, en quelque sorte, vous êtes redevenu libre depuis que vous n'êtes plus ministre. J'ai toujours été, mais j'ai conditionné un peu ma parole aux circonstances. Bon, aujourd'hui, vous pouvez dire ce que vous pensez. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez dire maintenant qu'une centaine de féminicides par an dans un pays de 66 millions d'habitants, c'est peu? Je ne dirais pas comme ça. Mais je vais vous faire une réponse complète. Les précurseurs, et ceux que l'on a regardés comme étant des précurseurs, c'est les Espagnols. En 2004, ils sortent une très grande loi que nous allons copier. Et nous allons mettre du temps pour la copier. Et nous allons notamment mettre en place, moi j'étais pas ministre à l'époque, mais c'est Marlène Schiappa qui va le faire, le Grenelle, vous vous souvenez, et puis les téléphones grave danger, et puis les bracelets anti-rapprochement, et puis les ordonnances d'éloignement. Bon. Les Espagnols, quand ils mettent en place leur loi, ils vont attendre quelques années avant que le nombre de féminicides baisse. Et puis, ils sont aujourd'hui avec une courbe qui est une courbe stable et qui stagne.
Parce que le risque zéro n'existera jamais, parce que vous aurez toujours des dingos pour fracasser, hélas, leur conjointe, avec un bracelet, 2 bracelets, 10 bracelets, un téléphone grave danger. Il y a des gens qu'on n'arrête pas. Bon. Donc, il y aura toujours des féminicides. Nous avons baissé le nombre des féminicides. Est-ce que nous sommes maintenant dans une courbe qui ne peut plus descendre ? J'espère que non. Et beaucoup de choses ont été faites. Mais pour autant, nous sommes 66 millions. Regardez ce qui se fait ailleurs. Il y a ce chiffre, hélas, qui est un chiffre en deçà duquel on ne pourra pas descendre. J'espère que ce ne sera pas la centaine que nous connaissons aujourd'hui. Mais si vous dites quelque chose comme ça quand vous êtes ministre, le lendemain vous démissionnez. Oui. Eh oui. Bon, aujourd'hui, vous pouvez le dire. Alors, j'ai d'autres questions, puisque vous êtes un homme libre. Est-ce que Gisèle Pelicot est une héroïne ? Non, c'est une victime. C'est singulièrement différent. Elle est devenue une héroïne. Elle est devenue une héroïne parce que toute la presse en a fait une héroïne. Oui. Pardon, moi d'abord je veux vous dire que j'aime la presse. Même si je la critique. C'est peut-être parce que je l'aime que je la critique. Et peut-être parce que je suis exigeant à son égard que je la critique. Quand une démocratie devient une dictature, les premiers qu'on touche, c'est les journalistes, les avocats et les magistrats, souvent. Ceci étant dit, pourquoi est-elle devenue une héroïne ? Parce qu'elle a refusé le bénéfice du huis clos. Et moi, j'ai connu des dizaines de victimes, et même des enfants et des mineurs qui refusaient le bénéfice du huis clos. Les enfants d'Outreau, qui ont été violés par leurs parents, ça c'est une certitude, et par un couple de voisins, ils n'ont pas demandé le bénéfice du huis clos. Toute la presse était là quand ils se sont exprimés. Et d'un coup, on a découvert que refuser le huis clos, ça devenait un acte héroïque. Mais, je dois dire que Gisèle Pelicot n'a pas demandé ce statut. Elle n'a rien fait pour ça. Je pense même que ça la gêne un peu, d'ailleurs, si j'en crois ce que ses avocats ont pu dire. Elle est une victime. En tant que telle, c'est éminemment respectable, mais ce n'est pas une héroïne. On confond les choses. Parce que dans l'ère victimaire dans laquelle nous sommes, eh ben, on ne peut pas confondre héros et victime. Dreyfus n'est pas un héros, c'est une victime. Le héros de l'affaire Dreyfus, oui, c'est pas lui. C'est le colonel Picard. Eh oui. Parce que c'est lui qui se mouille. C'est Dreyfus, un journaliste. Oui. Dreyfus, pardon. Le colonel Picard. Zola, Zola, qui va être condamné à 1 an de prison pour son j'accuse. Ça sont les héros de l'affaire Dreyfus. Alors, Dreyfus a été très digne, bien sûr. Dreyfus, il n'a jamais demandé de liberté parce qu'il était convaincu qu'il allait l'obtenir naturellement, tant il était innocent. Et figurez-vous que la justice a dit, s'il ne demande pas de liberté, c'est qu'il est coupable. C'est très curieux. Quand on regarde les notes du procès. Mais en réalité, on ne peut pas tout mélanger. Et nous sommes dans une période où au nom de la radicalité, de la simplification de tout, on mélange les choses. Pourquoi dénoncez-vous le traitement médiatique des affaires criminelles ? D'abord parce qu'on n'est pas très respectueux de la présomption d'innocence. Pardon, mais la France, de ce point de vue-là, est pas la mieux placée. Regardez un peu l'escapade de monsieur Mbappé en Suède, je crois. Qu'est-ce que nous avons obtenu comme renseignement ? Zéro. La procureure n'a pas communiqué, la police n'a jamais communiqué. C'est un journal qui sort le truc. Et puis finalement, on sait qu'il n'y a rien. Rien à lui reprocher. Mais imaginez que tout cela ait démarré en France. On en aurait fait des unes et des unes et des unes de journaux. Regardez ce qui s'est passé avec les joueurs argentins qui ont été accusés. Les joueurs français de rugby. Exactement, en Argentine. Oui. Ont été accusés d'avoir... Jégou Radou. Oui. Eh bien, la presse avait un certain nombre de renseignements qu'elle n'a jamais voulu sortir. Et puis ces hommes sont désormais innocentés, totalement blanchis. À juste titre, semble-t-il. Donc, oui, on n'a jamais reproduit les conversations téléphoniques que la présumée victime avait avec une amie. Oui. Avait eu avec une amie. Et que disait-elle dans ces conversations ? Parce qu'on les connaît, on en connaît la teneur. Elle disait qu'elle avait passé un agréable moment, notamment avec l'un des deux, parce qu'il avait un sexe énorme. Pour dire les choses, c'est ça. Eh bien ça, la presse française qui avait ça a mis un temps très très long avant de le dire.
Et pourquoi? Donc, vous savez, les procès médiatiques, moi, je m'en méfie beaucoup. Et pour moi, il n'y a que la justice qui dit les choses. Et c'est la raison pour laquelle il faut impérieusement la respecter. Mais pourquoi ce panurgisme? Parce que notre société, est un peu avachie. Est-ce que vous pensez que notre société est un peu avachie? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, si je vous cite mon exemple, et puis tout le monde le connaît. Je vais être relaxé par la Cour de justice de la République. Le lendemain de cette relaxe, Monsieur Arfi dit la Cour de justice. Monsieur Arfi, qui est l'associé de Monsieur Plenel, Mediapart. Voilà, dit la Cour de justice de la République est un furoncle démocratique. Ah ouais? Ah ouais, pourquoi? Parce que j'ai été relaxé. Il y a 36 000 papiers consacrés à mon affaire. Je crois qu'il y en a une dizaine qui respectent ma présomption d'innocence. Non, parce qu'il faut changer de paradigme là. Vraiment, il faut qu'on prenne conscience de ça. Bon. Donc, notre société est avachie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous manquons de courage? Ça veut dire que nous manquons de quoi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous a abîmés? De recul. Qu'est-ce qui nous a abîmés? Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais pas. Je sais pas. Refus de l'effort. Refus de l'effort. Peut-être. Une forme d'abdication. Peut-être. Alors souvent, on me pose la question, on me dit, oui, mais Emmanuel Macron, que vous défendez, a dit en 2017, on va faire baisser le Rassemblement national. Il n'y est pas parvenu, c'est son échec. Mais il a dit beaucoup de choses, et il n'est pas parvenu à réaliser ce qu'il avait dit. Est-ce qu'on y est parvenu aux États-Unis? Est-ce qu'on y est parvenu en Argentine? Est-ce qu'on y est parvenu en Pologne? Est-ce qu'on y est parvenu en Allemagne? Est-ce qu'on y est parvenu dans d'autres pays qui nous sont très très proches? Et au Portugal, qui se trouve là maintenant au deuxième tour. Bon, il y a une montée des populismes partout. Alors les raisons, les causes, moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas politologue, je constate, je déplore, je me dis que peut-être nous avons échoué sur un certain nombre de thématiques et que l'idée au fond c'est d'aller voir ailleurs et d'entendre les solutions simplistes qui sont proposées par ceux qui n'ont jamais été au pouvoir. Mais parce que vous, les politiques, vous avez proposé un avenir aux Français. Vous avez proposé un avenir. Emmanuel Macron a fait rêver. Lorsqu'il a été élu en 2017, c'était l'espérance. L'espérance d'un monde meilleur, comme toujours. C'est comme toujours. Il y a 2-3 choses qui vous échappent, là, allez-y, vous pourriez les exprimer dans votre question. La Covid. Oui. Franchement. Et à l'époque, d'ailleurs, nous avons obtenu, nous, les Français, le prêt garanti, l'indemnisation du chômage partiel, les vaccins gratuits. Et à l'époque, tout le monde disait, c'est formidable quand même, le quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, c'est devenu dans la bouche de certains le n'importe quoi qu'il en coûte. Et donc, je le dis, un morceau avalé n'a plus de saveur. Il y a eu les gilets jaunes. Les gilets jaunes, si ça existait, les gilets jaunes, c'est pas Macron. C'est pas Macron. Oui, mais enfin, c'est bien qu'il y avait une réalité. Bien qu'il y avait une réalité, et c'est bien que certains souffraient ou souffrent toujours d'un niveau de vie qui est insuffisant, d'une administration pléthorique à laquelle aucun politique ne s'est attaqué véritablement. Oui, j'entends. Mais la responsabilité de ce mouvement, il y en a forcément une partie qui nous incombe. Mais pas tout. Non. C'est comme le déficit budgétaire. Je rappelle d'ailleurs que dans la première partie de son quinquennat, les choses allaient mieux. A-t-il réussi? Attendez, je termine. Oui, terminé. Allait mieux. Puis ensuite, on a eu la Covid. Gilets jaunes. Oui, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué dans ce qui s'est passé là, d'aller de l'avant. Ça a freiné un certain nombre de choses. Covid, alors là, j'en parle même pas. Enfin, la France est à l'arrêt. Et tout le monde, à l'époque, nous regarde, en particulier en Europe, en disant, quand même, quel bel exemple. On sort de ça, et aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ce qui a été fait. Oui, c'est là où je dis, il y a une forme d'injustice. Et moi, je pense que
le prochain président de la République n'aura même pas d'état de grâce. Il sera tout de suite dans l'état de disgrâce. Parce que c'est la mode maintenant. Et puis, alors, on va rajouter quelque chose à ça. C'est les réseaux sociaux, évidemment. Parce que moi, j'ai dit 2 ou 3 choses là, pas très agréables sur la presse. Et encore, je ne fais pas d'amalgame, parce que la presse, c'est comme la justice. Vous voyez, c'est d'abord la signature de ceux qui la font. Et donc, il y a autant de presse qu'il y a de journalistes. Mais les réseaux sociaux, ça devrait être un outil démocratique merveilleux, d'échange, etc. C'est souvent une poubelle à ciel ouvert. Et les mecs, là, dans l'anonymat le plus complet, le soir, au lieu de dormir ou de faire l'amour à leur femme, parce qu'il paraît que les gens ne font plus l'amour aujourd'hui, ils sont là sur le truc pour balancer des ignominies, des saloperies, des injures à l'encontre de tout le monde. Parce qu'autrefois, c'est un grand auteur italien qui dit ça, tout ça, ça s'exprimait au bar. Puis à un moment, le patron, il disait au mec, bon, Jean-Jacques, là, maintenant, t'as assez bu, tu rentres à la maison, t'as dit assez de conneries, hein, remballe. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Le type, il rentre chez lui, et puis là, il se venge sur... il surfe et il raconte ses saloperies. Sauf que avant, ça tombait par terre, dans le bar. Maintenant, c'est empaqueté, c'est envoyé partout, c'est mondialisé. Mais ça crée un climat de fou. Moi, je trouve que les rapports entre les gens aujourd'hui... Vous les utilisez, les réseaux sociaux, non? Alors, j'ai fait un truc quand j'étais ministre pour communiquer, mais j'ai très peu de... Je communique très peu, moi, là-dessus. Très peu. Très peu. Et puis, je ne me bats pas sur les réseaux sociaux, puis je réponds pas, parce que sinon, vous êtes partis dans des trucs, on n'en finit plus. Je balance de temps en temps un petit tweet. Ouais, mais c'est assez rare, au fond. Il faut aussi vivre avec son époque. Outil de participation démocratique, oui, mais vecteur d'injures, niet. Mais ça nous fait un mal de chien, ça, quand même. Hein. Dans la façon dont on perçoit les politiques. Et d'ailleurs, regardez, M. Bourdin, la réalité, parce qu'on parle d'Emmanuel Macron, c'est notre président. Mais partout dans les démocraties, il y a cette défiance. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il pourrait envisager de se représenter? Vous en avez parlé avec lui? Bon, vous avez toujours de bonnes relations avec lui ou... J'ai toujours d'excellentes relations avec lui. Et je me suis fixé une règle, je n'y ai jamais dérogé. Ce que me dit le président de la République reste entre le président de la République et entre le président de la République et moi. Oui, mais enfin, est-ce que vous souhaiteriez qu'il se représente en 2032? Oui, c'est autre chose. J'ai changé ma question. Non, mais 2032, c'est loin. Hein. Oui, c'est loin. On va voir ce qui se passe. C'est loin. Non, mais oui, c'est loin. Oui, c'est loin. Oui. D'abord, il y a une première échéance présidentielle. Je vais y venir là. Bientôt. Vous serez candidat? Vous pourriez être candidat? Non, mais il y a tellement de... Est-ce que vous avez vu le nombre de prétendants aujourd'hui? D'accord, mais bon. Oui. Oui. Oui, bon. Il y en a beaucoup. D'accord, il y a beaucoup de prétendants et il y a peu d'élus, il n'y en a qu'un seul. Oui, il n'y en a qu'un seul. Je vais vous dire pourquoi je ne l'envisage pas une seconde. Parce que j'ai toujours dit que je connaissais bien la justice, je la connais bien, je l'ai pratiquée. Et encore, d'ailleurs, de façon technocratique, pas de façon... non, je la connais de façon charnelle et pas technocratique. Je ne suis pas un technocrate. Mais si vous mettez dans un autre périmètre, je suis totalement incapable. Je veux bien faire semblant. Je veux bien faire comme M. Bardella, bouffer des EDL tous les jours et venir vous parler d'économie. Je ne suis pas plus sot qu'un autre. Mais non, je ne maîtrise pas ces choses. Et je n'aurais alors aucune envie de proposer des choses auxquelles je ne crois pas moi-même, parce que je ne les maîtrise pas, je ne les appréhende pas. Voilà. Alors parlons de ça. Il y a plein de types, ils savent tout sur tout. Ben moi, je pense que... Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce nombre de candidats à l'élection présidentielle? On est dans une démocratie, c'est bien. Une démocratie qui reste encore vivante. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, par exemple, que Gabriel Attal n'a pas de conviction? Gabriel Attal, je trouve qu'il s'est très mal comporté. Je l'ai dit. Je ne peux pas dire autre chose. Enfin, il a été... Très mal comporté, c'est-à-dire? C'est le président qui l'a fait, non? Vous connaissiez Gabriel Attal, vous, avant que le président le nomme Premier ministre? Non. Alors vous allez me dire, c'est pas moi qui réponds. Eh bien voilà, ma réponse, elle est claire. Et puis aujourd'hui... Pas de conviction? Pas de conviction. Il a forcément des convictions qui sont les siennes. Qui sont les siennes. Oui. Et Édouard Philippe? Édouard Philippe, même chose? Pareil. Ah non, mais lui, c'est encore pire. Alors, on fait une gradation, parce que lui, il dit « Je ne dois rien au président de la République ». Pardon? Vous ne devez rien au président de la République? Pardon, vous étiez maire du Havre. Et c'est grâce à qui si vous êtes devenu Premier ministre? Enfin,
enfin... Vous ne voterez pas pour Édouard Philippe ou Gabriel Attal? Non. Et est-ce que vous savez déjà aujourd'hui vers qui vous auriez tendance à aller? Ouais. Oui. Oui. Qui? Alors qui? Je ne vais pas répondre à cette question maintenant, c'est prématuré. Ouais. Puis ça ferait 22 dépêches AFP. Oui, mais... Non, mais écoutez, moi, je voudrais... Non, mais Eric écoutez-moi, Dupond-Moretti, mais je vais vous répondre. Oui, répondez-moi. Répondez. Répondez. On n'a pas perdu ses habitudes. Non, hein. non, répondez. Non, quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de pondéré, quelqu'un qui est un républicain. Voilà, ça me va très bien, moi, ça. Mais vous voyez qui Ben oui, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Non, mais vous avez déjà un homme ou une femme, Vous me réinviterez. Dominique de Villepin? Vous me réinviterez. Que pensez-vous de Dominique de Villepin? Qu'il a été Premier ministre de la France. Il est raisonnable, il est pondéré, on va pas jouer à ça, mais non. Non. Mais vous verrez. Mais enfin, vous avez déjà une idée. Ah oui. De la personne que vous pourriez peut-être accompagner, des quelques personnes qui sont susceptibles de représenter des valeurs auxquelles je suis personnellement profondément attaché. Rassurez-nous ou pas, ce n'est pas Christian Estrosi. Alors lui aussi, lui aussi, vous voyez, lui aussi, il a été macroniste jusqu'au bout des ongles. Et puis le jour où Édouard Philippe dit ce qu'il a dit et ce dont nous venons de parler, Vlatipak Estrosi demande la démission du président de la République. Mais c'est lunaire. Donc lui, je lui ai mis le compte et j'ai dit franchement ce que je pensais de son attitude. Oui. Mais puis je pense qu'il se présentera pas. Aux mains ou pas? Non, mais non. Pas loin. Non, pas du tout. Il m'a dit non, on a eu un échange assez vif. Bon, moi j'étais tranquille dans un coin. Est-il vrai qu'un jour il a voulu s'inviter à un repas que vous aviez avec... Pas du tout. Pas du tout. Bon, pas alors. Du tout. Je déjeune dans un resto, je suis dans mon coin. Okay, il est avec sa famille. Voilà. Puis d'un coup, il se lève, il vient pour me provoquer et il salue les gens qui sont avec moi. Il dit très très fort vous êtes de vrais amis. Enfin, bon, ça c'était pour ma pomme. Hein. Et puis il se retourne vers moi, il me salue, il me dit bonjour monsieur l'intermittent du spectacle. Je lui dis mais toi t'es pas un intermittent de la connerie. Voilà notre échange. Peu amène, j'en conviens. Oui. Voilà. Oui. Et à un moment il m'a dit je te casserai la gueule, mais ça il l'a dit partout. Ah bon, il l'a dit. Ouais. Et je lui ai dit viens, puis les choses se sont arrêtées là, et fort heureusement. Oui. Voilà. Oui. Voilà, c'est tout, stop et fin. Moi, je suis passé à autre chose. Bon. Bien sûr. J'ai bien compris. Voilà. Je vais y venir d'ailleurs, à cette autre chose. Ouais. Mais je voudrais simplement vous poser une question parce que j'ai vu les déclarations récentes d'un procureur qui dit en France, des accusés criminels sont libérés faute de pouvoir être jugés dans des délais légaux. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas, c'est ce que dit le procureur général d'Aix-en-Provence. Oui. Alors, il faudrait, vous voyez, là encore, que l'on puisse poser quelques questions à ce haut magistrat. Combien il y a eu de magistrats en plus affectés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence? Combien il y a eu de greffiers en plus? Combien il y a eu de contractuels en plus? Je ne suis pas fini. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'aujourd'hui, on remet en cause les cours criminelles départementales. Vous savez, ce sont des juridictions composées de 5 magistrats professionnels qui jugent les affaires de viol, qui autrefois étaient correctionnalisées. Et les victimes ne supportaient pas que leur affaire soit jugée en correctionnel. Mais, pour régler cette difficulté, on a fait en sorte que des avocats honoraires et des magistrats à titre temporaire, ça c'est moi qui l'ai mis en place, puissent venir siéger, pour ne pas qu'on monopolise 5 magistrats, j'allais dire d'actifs, à temps plein. À l'origine, tout le monde trouvait ça merveilleux. Si vous allez retrouver les déclarations qui ont été faites à l'origine par certains hauts magistrats, vous verrez, c'était formidable. Et puis moi, je deviens garde des Sceaux, tout ça fait l'objet d'une expérimentation, et 2 parlementaires me rendent un rapport dans lequel ils me disent ça marche bien, ça va plus vite, etc., pour les victimes, ce que je viens de rappeler sommairement.
Eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Je les maintiens, ces cours criminelles départementales. Alors, elles étaient encensées et maintenant, elles sont critiquées. Je veux aussi rappeler que les magistrats de notre pays, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à conduire, ont 10 semaines de congés payés par an. C'est-à-dire que, de façon effective, et tous les magistrats... Qui ne sont jamais sanctionnés. Attendez, ça c'est autre chose. Tous les magistrats ne prennent pas l'intégralité de ces congés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à conduire? Naturellement, il ne s'agit pas de rabioter des semaines de congés sans compenser pécuniairement. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai augmenté tous les magistrats de 1 000 € mensuellement en moyenne. Donc, moi, qu'on me dise ce que l'on a fait des apports supplémentaires en personnel, comment on les a affectés, et est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui serait peut-être, moi je suis plus aux manettes, de faire en sorte que des cours d'assises qui se réunissent par exemple une fois par an, ça existe, il y a une cour d'assises par département, ne puissent pas prendre en charge un certain nombre de dossiers dans lesquels on est exsangue. Et où nous a-t-on annoncé on allait libérer des criminels. Tout ça, c'est une réflexion d'ensemble. Mais on ne peut pas... Donc il peut y avoir des accusés criminels qui sont libérés. Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans la présentation des choses, pour être tout à fait honnête, il faut aussi rappeler les choses qui ont été mises en place. Le budget, sous Emmanuel Macron, il augmente de 60%. Quand Emmanuel Macron arrive à la présidence de la République, il n'y a pas de Wi-Fi dans les tribunaux. Nous avons doté tous les magistrats d'ordinateurs portables. J'ai embauché 2000 contractuels. Enfin, ces gens-là, il faut quand même qu'on nous dise à un moment comment on les a utilisés. Et quels sont les... Parce que, écoutez-moi, cet argent qui a été mis à la justice, il n'a pas été mis à la santé. Ou dans d'autres ministères. Donc, il faut à un moment, moi je veux bien qu'on me dise... On est exsangue, on n'y arrive pas, c'est vrai, c'est beaucoup de travail, mais qu'a-t-on fait de ces apports de personnel supplémentaire? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que les magistrats ne sont jamais sanctionnés dans notre pays? C'est pas vrai, ça. Alors, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Moi, je suis le garde des Sceaux qui a le plus saisi le Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé de la carrière et de la discipline des magistrats. Bon, mais c'est vrai que ce corps... est un corps qui connaît... Corporatiste. Du corporatisme, comme c'est vrai avec les médecins, par exemple, qui ne veulent pas être sanctionnés lorsqu'ils délivrent trop d'attestations pour ne pas aller travailler, vous le savez. Oui, mais écoutez bien, on peut pas venir chez Jean-Jacques Bourdin revendiquer le bénéfice de la nuance, de la réflexion, du recul, et de dire des choses de façon aussi abrupte que celle-là. Oui, il y a des magistrats qui sont sanctionnés. J'aurais dit, moi, je suis le garde des Sceaux qui a le plus saisi. Maintenant, qu'il y ait du corporatisme et de l'entre-soi, même chez les journalistes, vous me direz, mais partout, dans tous les corps de métier. Et nier cela, nier le corporatisme, c'est nier son propre corps. Donc oui, ça existe. Et il faut lutter contre, d'ailleurs. Moi, je vais vous dire, quand j'étais garde des Sceaux, j'ai fait en sorte que les enseignants de l'École nationale de la magistrature, cette grande école, ne soient plus exclusivement des magistrats. J'ai voulu ouvrir le corps. Ça n'a pas été simple. Hein. Je peux vous garantir que c'était bien compliqué. J'ai nommé une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Et j'ai donné ma bénédiction lorsque c'est un magistrat qui est venu présider l'école de formation du barreau de Paris. FB Paris Couronne. Attendez. Et puis, j'ai fait en sorte aussi que des magistrats non syndiqués puissent être élus au Conseil supérieur de la magistrature. Avant, c'était des scrutins de liste. Donc, il n'y avait que les syndiqués qui pouvaient monter au Conseil supérieur de la magistrature. Et les syndiqués avaient une tendance à défendre les membres de leur syndicat, pour dire les choses. Et dernière chose et quatrième chose, j'ai fait en sorte que les justiciables maltraités par la justice, il y en a, puissent saisir plus facilement le Conseil supérieur de la magistrature pour attraire devant cette juridiction disciplinaire les magistrats qui les ont maltraités. Voilà. Quand je suis arrivé à la tête du ministère, sur les 2500 plaintes de justiciables qui s'estimaient maltraités, alors là, il y a quelques quérulents, il y a des types qui sont jamais contents de rien. Mais enfin, sur les 2500, il y en a bien 50 qui ont raison.
zéro poursuite. Aucune procédure n'avait abouti. Je dis bien aucune. Donc moi, j'ai voulu changer ça. Et il y a des sanctions qui sont prononcées, contrairement à ce que vous dites. Et les choses évoluent dans le bon sens. Doucement, mais évolue dans le bon sens. Bien. Éric Dupond-Moretti, qu'allez-vous faire maintenant ? Et maintenant, bon, allez à la chasse. Allez à la chasse. Alors, est-ce que vous emmenez oui, Jean-Claude à la chasse ? Oui, mais je ne sais pas où il est là. Où est-ce qu'il traîne là ? Je ne sais pas. Viens. Oui. Non, je ne sais pas. Présentez-le nous. Qu'est-ce que c'est de ce machin-là ? C'est du gaffeur, je pense. Désolé, il va se faire mal. Tombez, moi, là. Allez me donner un coup de main. C'est un truc à souris ou pas ? Après, je vais en avoir moi plein les mains. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Les souris, je pense. Ouais. Putain, regarde comment ça colle. Ouais. Aïe. Voilà. Voilà. Si t'avais un truc, tu sais comment on enlève le vernis, là, le vernis à ongles, là. Ouais. Du solvant, ouais. Du dissolvant. Ouais, du dissolvant. Putain, on va rester collé. Le chien est moite. Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il y a, mon Mimi, là? Bon, Ça va, mon là, papa? ça a l'air d'aller très bien. Il va bien ? Oui, oui. Ouais, lui, ouais. Moi, non. C'était... Mais reste là 3 jours sur la table. Ah, nom de Dieu. En fait, vous avez dit tapis, c'est ça. Jean-Jacques, je suis désolé. On reprend ? Oui. Allez, on était où? Poursuivons. Est-ce que vous emmenez Oui, Jean-Claude à la chasse ? Ouais, mais je sais Oui. pas où il est, là. Où est-ce qu'il traîne, là? Je sais pas. Je ne sais pas. Viens. Oui. Non, je sais pas. Présentez-le nous. Il faudrait que je Il est l'ai, là. là. Ah, il est Où est-ce dans qu'il- son- Ah, il est dans son il- petit panier, il est là. dans son petit Ouais. panier, oui. Allez, Allez. viens, mon pépère, viens. Viens, Jean-Claude. Viens, Jean-Claude, pourquoi Jean-Claude, d'ailleurs ? viens. Mais parce que, figurez-vous, mon compagnon de chasse, mon vrai compagnon de chasse, qui est Ouais. un être humain, Ouais. s'appelle Jean-Claude. Ah bon ? Et Ah j'ai oui. été privé de chasse pendant toute la période durant laquelle j'étais ministre. Et donc, j'ai fait une espèce de transfert psychanalytique, vous voyez. Ouais. Ouais. Et lui, c'est un petit Mais- chien de chasse, d'ailleurs. Hein. Ben oui. Ouais. Ouais. Et je l'ai appelé Jean-Claude. Vous Avec l'avez l'autorisation appelé du vrai Jean-Claude. Oui, J'aurais j'ai- pu l'appeler Jean-Jacques, mais vous Oui, êtes pas mais chasseur, pourquoi vous êtes pas, chasseur, non. vous Oh, non, je ne suis pas chasseur. Non, moi. ok. Vous chassez quoi, d'ailleurs ? Alors, moi, je chasse avec mes faucons. Oui. Avec vos faucons. Je chasse au vol, oui. Au vol. Oui. Vous chassez les oiseaux, donc. Alors, pas que. Pas que, je chasse lapin, Lapin aussi. lièvre, canard, faisan perdrix. Mais racontez-moi, expliquez. Non, mais vos faucons, mais ce sont des faucons que vous avez élevés, que vous avez Oui, bien sûr. Ouais. dressés. Oui. J'imagine, ça prend Ouais. des heures. Ça peut que c'est Non, que vous tenez Ouais, à bout de bien sûr. bras. Ouais, ou- et ils sont chez mon copain Jean-Claude, parce que c'est lui Oui. qui s'en est Ah, occupé d'accord. pendant mes 4 ans de ministère. Voilà. Et vos faucons, mais alors il y a des règles là, j'imagine. Comment ça fonctionne ? Ça doit être extra. Bon, c'est Alors, peut-être il y a un le peu haut trop long. vol, il y a le bas vol. Ben, on va refaire une émission là, Non, puis on sur invitera le le vrai faucon. Jean-Claude. Ouais. Ah Il oui, viendra c'est ici avec un passionnant. faucon. Non, mais c'est c'est passionnant. sublime. C'est très, très, très beau. Ouais, j'imagine. C'est une chasse qui remonte à l'Antiquité. Ouais. Et c'est une chasse qui a donné beaucoup de mots qui sont aujourd'hui dans notre langue, dans notre vocabulaire. Par exemple, je vais vous Oui. citer un exemple, leurrer. Le Ça ré, veut dire oui, leurrer. on leurre, oui. Eh ben, leurrer, c'est mettre un petit morceau de viande Oui. sur un morceau de cuir Oui. que l'on tourne, et le faucon, il vient se poser dessus, il est leurré, parce que Oui. lui, il pense que c'est un gibier, mais c'est un Non. petit morceau de viande. Mais on va pas faire le dîner de con non plus. Vous voyez, je me méfie, voilà. Bon. Sinon, je vous parle Jamais un coup de fusil. du boomerang. Jamais un coup de fusil. Rarement, très rarement. Sinon, je vous parle du boomerang et du pont de Tankerville en allumette. Mais... Bien. On va s'arrêter là. Eh ben oui. Avec Faut bien que ça Dupond-Moretti. s'arrête, Alors, hein. vous m'avez pas dit ce que vous alliez faire. Mais je sais pas moi-même. Bon, vous Écoutez, êtes sur scène. oui. Alors, Je disais au départ, un homme de mots aussi. Oui, puisque. bon, d'abord, j'ai écrit un livre avec, Oui. Marc-Olivier Fogiel. Je suis sur scène, toujours sur scène. Et hier, j'étais au théâtre. Fin de semaine, j'y suis à nouveau. J'ai par ailleurs une boîte de conseils que j'ai mise en place. Et très vraisemblablement, je retournerai au barreau. La politique. Non, la politique, d'abord, moi, il y a un périmètre
que je maîtrise, c'est la justice, donc il n'est Oui, pas question. oui. Bah, non, mais De moi, redevenir garde des Sceaux. Ouais. moi Non. je vais pas être, je sais Oui. pas, demain ministre de l'Agriculture ou non, c'est niette. Maintenant, faire entendre ma voix, si on me demande de m'exprimer, parce que hein, je le ferai pour dire un tel, une telle correspond aux valeurs qui sont les miennes et je veux le soutenir ou la soutenir. Et refaire de la politique. Pas directement. Ça, c'est une façon de faire de la politique. Vous présentez une élection. Refaire de la politique, c'est ça, en fait. Non. C'est se présenter à une élection. Non, c'est fini, ça. Moi, j'ai eu la chance inouïe, incroyable, à titre personnel, de faire pendant plus de 4 ans des choses que j'ai adoré faire. Adoré faire. Franchement, je suis totalement investi. Ça m'a passionné, c'était difficile, mais comme je le dis sur scène, d'ailleurs, si je pouvais me retrouver en juillet 2020, machine à remonter le temps, et si le président de la République me demandait si j'accepterais d'être garde des Sceaux, même en sachant tout ce que je sais, même en ayant été mis en examen, ce qui était loin d'être facile, eh ben je dirais oui. À nouveau. Oui. Voilà. Oui. Avec les merveilleux côtés, effectivement, et Ouais. puis les plus touchants, les plus difficiles à vivre. Pas que des choses simples. Je pense à Amra, je pense aux Ça, c'est familles quand des j'étais- ça, c'est victimes. quand j'étais avocat, Oui, évidemment. aux familles des victimes d'Amra. Rappelez-vous, hein, les deux surveillants pénitentiaires et. Ouais. Ça, c'est dans votre livre. Ah, pardonnez-moi, je me suis... Ouais. Bien sûr. Je vais vous dire des choses d'ailleurs à ce propos. C'est moi qui ai appelé le père d'un des agents pénitentiaires pour lui dire que son fils avait été tué. C'est le jour le plus noir de ma vie de ministre. Ouais. Et puis ensuite, je me suis rendu dans l'établissement pénitentiaire et j'ai rencontré les familles. Avec lesquelles je suis toujours en contact d'ailleurs. Ça, c'était insoutenable, c'était vachement difficile. Vachement difficile. Ouais. Merci, Éric Dupond-Moretti, d'être Merci venu à nous vous. voir. Merci. Éric Dupond-Moretti, merci. Alors, ce n'est pas compliqué pour celles et ceux qui ont aimé. Bien, vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez un pouce en l'air, et puis vous n'hésitez pas à apporter un petit commentaire, parce que nous allons regarder tous vos commentaires. J'ajoute que si vous avez une idée ou si vous avez une proposition d'invité, là encore, n'hésitez pas et nous tiendrons compte évidemment de vos suggestions.